Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax. Alors, quelles sont les grandes menaces qui pèsent sur l'agriculture française? On va en parler avec Jérôme Despey. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes secrétaire général à la FNSEA. À vos côtés, Étienne Gagneron. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FNSEA. Juste à ma droite, Fabrice Couturier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FDSEA Moselle, donc vous êtes le local. Ça fait 3 personnes à la FNSEA et face à vous donc, mais c'est un gaillard, Sylvain France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coordination rurale de la Moselle. Alors on va essayer de voir quels sont, au-delà peut-être des débats sur le CETA, des menaces dont on parle tous les jours, quelles sont pour chacun d'entre vous la principale menace qui pèse sur l'agriculture. Et quand je parle de menaces un peu cachées, un peu dissimulées. Par exemple, Jérôme Despey, de quoi on ne parle pas suffisamment aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on vit au quotidien, c'est cette forme de déconsidération. Je pense à la menace qui peut nous arriver, c'est que ce monde paysan s'éteigne de petit à petit, disparaisse sans qu'il y ait ce déclic de nos concitoyens, de nos politiques, pour dire qu'on a besoin de cette agriculture sur l'ensemble de nos territoires, qui fait des produits de qualité sur l'ensemble de nos productions, qui nourrit donc les populations. Et je crois qu'on ne se cache pas de tout ce qu'on fait en termes d'indications géographiques, d'appellation d'origine contrôlée, et que plutôt que d'avoir cette déconsidération, c'est d'être aux côtés de ce monde paysan pour l'accompagner dans les grands défis, et surtout que ces paysans puissent se permettre d'avoir ce renouvellement des générations avec un intérêt économique, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on vit d'un revenu. Et je crois que ce qu'on exprime en ce moment, c'est de dire attention, cet agribashing, cette déconsidération amène un sentiment délétère qui amène vis-à-vis des agriculteurs et des paysans de baisser les bras. Et ça, on n'y a pas le droit, il faut qu'on se batte, on ne peut pas être résigné à cette fatalité. Jérôme Despey, vous faites encore confiance au président de la République? Vous y croyez quand il vous dit « oui, j'ai envie de développer l'agriculture » alors que tous les signaux sont au rouge? Non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le président de la République ne nous fasse pas des déclarations. On en a eu beaucoup de déclarations qu'il faut les paysans, qu'il faut de l'économie. C'est des actes que nous attendons aussi. Il y a eu les états généraux de l'alimentation. On s'y est beaucoup mobilisé au niveau de la FNSEA, parce que il faut donner aussi un sens de la responsabilité dans les négociations commerciales au niveau des filières de production, mais aussi en prenant en compte ces coûts de production, en discutant du partage de la valeur, en favorisant la contradiction, mais pas donc ça c'est un élément important, et là le président nous a soutenus, mais sur le fait de nous mettre des charges, des normes supplémentaires, le fameux en même temps dans les états généraux, quand on voit toutes les charges qui ont été mises sur la RPD, sur le débat, sur la surtransposition, si on fait le coût, on a beaucoup plus de charges que d'effets liés à la valorisation des prix et aux revenus des agriculteurs. Sylvain France, côté coordination rurale, la principale menace à votre avis? Oui, alors justement, par rapport à tous les discours qu'on entend en ce moment, pour ne pas rester sur les thèmes classiques qu'on voit dans les médias, on a un petit son de cloche qui est légèrement différent, dans le sens où aujourd'hui on entend souvent la profession dire il faudrait que les consommateurs payent un peu plus cher pour qu'on puisse s'en sortir. Or nous pensons que si sur certains secteurs ça peut être vrai, il y a aussi un problème à l'intérieur des filières, car dans les filières, que ce soit le lait, la viande, il y a des profits assez énormes qui sont faits, et Lactalis est aujourd'hui le premier groupe mondial. Yoplait, Sodial a des marques qui marchent très bien. Il y a vraiment de la valeur ajoutée qui est créée par notre travail français. La gastronomie française est réputée au niveau mondial. Et le problème, c'est qu'il y a trop de monde, j'allais dire, qui vit sur notre dos. Et nous sommes de moins en moins nombreux à produire, et nous gagnons de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vit sur notre dos. Et au niveau de la coordination rurale, on pense qu'il faut déjà une meilleure répartition des marges à l'intérieur des filières, car un gros danger qui guette vraiment la profession, je pense à moyen terme, à 5 ou 10 ans, c'est vraiment la disparition avec le non-renouvellement. Et d'ailleurs, sur le point de vue là, je rejoins les jeunes agriculteurs, parce qu'en fait, le souci, c'est que pour l'instant, on nous dit qu'un agriculteur disparaît, c'est pas grave, les champs, ils sont cultivés par son voisin.
S'il arrête la production laitière, il y a un autre laitier qui en fait plus. Mais un jour, ce système va s'arrêter. Sylvain, une marque sur 2 de l'agroalimentaire appartient aux agriculteurs. Oui, bah justement, c'est aussi un problème des gouvernances des coopératives. Et c'est un problème qu'on évoque assez régulièrement, mais malheureusement, il y a des habitudes qui ont la vie dure au niveau agricole. Et nous, au niveau de la coordination, on se bat pour essayer de changer ça. Étienne. Ouais, alors, pour ma part, le danger principal, c'est qu'on abandonne progressivement une agriculture de production. Et ça, c'est assez paradoxal, c'est qu'à la fois on nous parle d'autonomie, de montée en gamme, mais en définitive, toutes les contraintes évoquées par Jérôme, toutes les contraintes réglementaires à surtransposition, avec aussi une volonté d'éthique de faire toujours mieux, ne fait que favoriser les importations. Et ça, dans la plupart des filières, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, à chaque fois qu'on met des règles supplémentaires au niveau français, les consommateurs français, ils mangent toujours la même quantité, sauf que nous, on produit moins et on favorise le développement des importations. Et ça, je trouve ça complètement inacceptable. Comment peut-on demander aux agriculteurs de faire ce qui est ressorti des États généraux de l'alimentation, c'est-à-dire cette montée en gamme, et puis d'un autre côté, avec ce déferlement réglementaire, favoriser des produits à bas coût, notamment au niveau social, puisqu'on sait très bien que sur les fruits et légumes qui arrivent d'Espagne, ils sont fabriqués avec des conditions sociales inacceptables. Et pourtant, ça ne gêne pas un consommateur français de dire, moi, je préfère des tomates bio, même si elles viennent d'Espagne, et si elles sont faites dans des conditions sociales inacceptables. Ça, je ne peux pas le comprendre. Pardon, on a consacré une émission ici sur le fait qu'on fait une alimentation à 2 vitesses, une alimentation de qualité pour les riches, et peut-être faire venir de la matière première du Brésil ou d'ailleurs pour les pauvres. Mais c'est exactement ça. Et ça, je pense que la plupart des producteurs, des agriculteurs, ils le supportent mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire une agriculture à 2 vitesses. On n'est pas pour faire de l'agriculture que pour des gens CSP+, qui ont les moyens de consacrer 20% de leur budget à l'alimentation. Et que le reste de la population, à moins de 10, vont manger n'importe quoi. On sait très bien qu'en restauration collective, hors foyer, il y a énormément d'importations de volailles. Il y a plein de produits qui arrivent de partout dans le monde. Et c'est complètement paradoxal. Mais alors, la schizophrénie, elle est partout aujourd'hui. Hein. On a des consommateurs qui, le week-end, vont faire très attention à avoir un poulet fermier, un poulet bio. Et puis le week-end, le reste de la semaine, vont faire 5 repas pour 20 €, sans se soucier aucunement d'où ça vient. Donc tout ça est très paradoxal et mériterait quand même qu'on remette un peu les choses dans le bon ordre. Fabrice Couturier, pour vous, la menace, c'est quoi ? Alors, il y a une menace qui est, vous parliez tout à l'heure de menace cachée. On subit aujourd'hui les assauts des mouvements végans et abolitionnistes qui font beaucoup parler d'eux, qui ne représentent qu'eux-mêmes, mais qui nous font beaucoup de tort puisqu'ils minent le moral des agriculteurs. Et on subit vraiment cette atmosphère délétère. Et on s'aperçoit aujourd'hui que derrière ces associations, pour qu'elles fonctionnent, il faut des financeurs. Les financeurs viennent souvent d'outre-Atlantique et ils représentent des intérêts industriels américains qui veulent en fait nous imposer d'autres modes de consommation. On a eu dans les années 70 le steak pétrole. Aujourd'hui, on voudrait nous imposer de nouveaux steaks avec de la fausse viande ou de la viande reconstituée. Et en fait, pour que ce stratagème fonctionne, il faut absolument détruire ce qu'il y a de productif en viande bovine, notamment en Europe. Voilà. Ça, c'est une menace qui est sournoise, qui est en train de faire son œuvre et qui est efficace parce qu'elle a vraiment une puissance financière derrière qui est conséquente. Le monde agricole français a des banques, vous avez des marques. Pourquoi aujourd'hui vous vous laissez faire par ces moyens financiers qui viennent de l'extérieur ? Alors je ne sais pas, mais sur le sujet évoqué par Fabrice, c'est vraiment très paradoxal une fois de plus. Mais il l'a dit, en fait c'est les GAFA derrière qui investissent massivement, c'est-à-dire c'est des millions de dollars pour reconstituer des produits animaux en essayant en plus de les maquiller un peu comme de la viande pour ne pas perturber trop le consommateur. Donc je vous le dis, mais j'ai déposé le mot, donc il ne faudra pas le reprendre à votre nom, ce que j'appelle le fake steak. Pour moi c'est ça. Donc vous vous en rappelez, le fake steak. Mais vous parlez de quoi alors ? Des steaks alternatifs, de soja par exemple ? Non, tout ce qui est fait avec de l'origine végétale. Non, je parle de viande moléculaire, c'est-à-dire de reconstituer en laboratoire avec plein d'intrants dont on ne maîtrise rien, une espèce de chimie
laborantine qui fait peur à tout le monde. Si on disait vraiment comment c'est construit, je pense que les consommateurs s'en détourneraient. Et donc c'est pour ça que justement cette industrie essaye de réutiliser des mots habituels, usuels à notre alimentation de tous les jours. Et là, je pense qu'il ne faut pas se laisser faire. Et où c'est particulièrement paradoxal, c'est qu'en fait, ces GAFA ont investi dans des fondations qui financent notamment l'association qu'on connaît, L214, à des hauteurs très importantes, puisque L214 a reçu en 2018 1,3 million d'euros de la part d'une fondation américaine pour justement dégoûter les consommateurs européens de manger de la viande de poulet. Alors pour bien expliquer, vous parlez effectivement des viandes artificielles cultivées in vitro. Il y a 3 entreprises américaines et une entreprise israélienne, et il n'y en a aucune des françaises. Oui, ben, déjà, vous parlez de niveau communication, c'est que le fait d'avoir des moyens, c'est quand même le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, ces groupes-là sont invités dans les médias, sont invités dans toutes les émissions. Et justement, comme ils mettent beaucoup de publicité avant et après, les moyens médiatiques leur donnent une grosse couverture. Et en fait, c'est paradoxal parce qu'en France, on dit dans les élections, il faut faire 10% pour être représentatif. Là, on a des gens qui représentent moins de 1% et qui ont eu un écho médiatique qui est totalement disproportionné. Et face à ça, il faut une unité agricole, justement. Vous avez des belles entreprises, Groupama, le Crédit Agricole. Mais je pense que c'est indispensable. Je pense qu'il faut qu'on, avec nos interpros, avec tout ce qui gravite au monde agricole, qu'on ait aussi une autre communication que celle que nous avons donc aujourd'hui, pour pouvoir justement lutter contre ceux qui viennent faire de la propagande. Enfin, ce que dit Étienne et ce qui est donc évoqué, c'est pour détourner donc le consommateur avec des reconstitutions où on sait que si on va dans le détail, on a des substances, ça c'est catastrophique sur un plan même de la santé donc humaine. Et je pense qu'il faut qu'on remette aussi en perspective ce monde rural, cette ruralité, nos territoires, nos terroirs, qu'on montre ce que nous faisons donc au quotidien et qu'on ait sûrement des campagnes plus ambitieuses pour aussi, je ne sais pas si c'est reconquérir ou conquérir l'opinion à ce qu'est le rôle de l'agriculture dans l'alimentation. Je pense qu'on sort aujourd'hui d'un sujet où c'est de plus en plus donc irrationnel, il faut le ramener à l'aspect rationnel. Alors vous êtes attaqué et pourtant vous êtes divisé. Pourquoi ? Oui, justement sur ce genre de thème, on n'est pas divisé. Il y a eu une signature d'un document qui est un document commun, même y compris avec la Confédération paysanne. Il y a des thèmes, et justement nous sommes pour l'unité à chaque fois qu'elle est possible. Il y a des divergences qui restent sur l'orientation des filières, mais sur des thèmes de société, très souvent nous avons des positions communes, et nous, au niveau de la coordination, on ne demande pas mieux que d'être associés à des luttes communes sur ce genre de sujet. Étienne ? Oui, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision très optimiste, puisqu'on a quand même un syndicat très minoritaire qui s'appelle la Confédération paysanne, qui s'est affiché régulièrement aux côtés de L214, notamment contre la soi-disant ferme-usine avec l'association Novicem, à côté d'Amiens. À un moment donné, je pense que ces gens-là ont légitimé ces mouvements abolitionnistes et que ça nous a fait beaucoup de mal dans les médias. C'est-à-dire que quand des médias voient des associations de riverains en opposition à de l'agriculture, peuvent comprendre. Quand ils voient qu'il y a des mouvements agricoles qui sont mêlés au sein de ces associations, là, ça transfère un espèce de message illisible et ça se retourne contre l'ensemble de la profession agricole. Donc moi, je pense que parfois, on arrive à signer des communiqués communs avec l'ensemble des organisations, et tant mieux, parce que voilà, c'est ce qu'on souhaite tous. Mais il y a quand même des procédures qui sont assez délétères et qui nous pénalisent tous. Alors, ils ne sont pas là pour répondre, mais on peut. Jérôme Despé, vous souhaitiez ? Non, sur ce point-là, lorsque, pour l'intérêt de ce que nous défendons, les paysans, les agriculteurs, moi je dis, si on peut bien sûr trouver des points d'accord sur toute cette agressivité que nous subissons, trouvons-les. Mais c'est vrai qu'on voit des comportements, encore aujourd'hui sur la pression environnementale, sur le sujet qui fait beaucoup de débats sur des distances, sur les zones de non-traitement. Bon, on a bien vu les positions d'autres syndicats qui sont à l'inverse de les nôtres. Ce n'est pas un sujet qu'on ne veut pas protéger nos concitoyens, nos riverains. On a d'autres solutions
pour répondre à ces enjeux aussi sociétal donc, et environnemental. Donc voilà, il y a des points de vue qui s'expriment, qu'on peut les mettre en commun, oui c'est utile, et des fois on ne peut pas, et c'est comme ça. Il y a une véritable menace, à mon avis, c'est la menace démographique. On va, dans les 5 ans à venir, avoir un quart des exploitations qui vont changer de main. Qui vont reprendre les terres, à votre avis? Je crois que c'est vraiment aussi un enjeu, par contre, qu'on partage tous, c'est-à-dire que la pyramide démographique est assez catastrophique en agriculture. On sait que dans les 10 ans à venir, on a énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et aujourd'hui, on sait que les actifs agricoles classiques, les installations classiques ne suffiront pas, et de très loin, à remplacer ça. Donc il y a un vrai enjeu de mobilisation, mais c'est aussi très, très complexe, puisque comment inciter des jeunes à reprendre des fermes avec des conditions de revenus qui sont parfois difficiles dans certaines filières. Donc il faut véritablement, mais c'est ce qu'a dit un peu Jérôme, ou c'était votre question de tout à l'heure par rapport aux engagements du monde politique. C'est-à-dire que au minimum, le monde politique devrait s'engager véritablement sur ce sujet de transmission. C'est-à-dire que s'il y a des dispositifs d'accompagnement d'agriculteurs qui doivent partir, il faudra automatiquement que ce soit lié avec des installations derrière. Il y a véritablement besoin d'incitation fiscale aux propriétaires. Enfin, il y a un sujet énorme qu'il faut ouvrir dès maintenant pour assumer au moins en partie ce renouvellement de génération, parce que sinon, notre modèle agricole, alors souvent on parle de modèle agricole, en France il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, mais le modèle, on va dire, social agricole français, il risque quand même d'en prendre un sacré coup dans les 10-20 ans à venir, et ça c'est un enjeu pour tout le monde. Est-ce que le monde agricole n'est pas un peu naïf, quelque part? La contractualisation avec la grande distribution, c'est pas possible? Allez-y. Oui, justement, aujourd'hui on est à Agrimax, et par rapport à ce que vous dites, on parle surtout des revenus, contractualisation. Hier soir, on m'a raconté un état d'esprit qui était assez représentatif. C'est que les jeunes éleveurs qui ont des Holstein n'avaient pas trop envie de faire la fête, alors que quasiment tous les jeunes qui étaient là avec des Montbéliardes ont la banane. Et en fait, parce qu'ils ont des filières là-haut rémunératrices, ils savent que si leurs parents ont 40 vaches, ils pourront s'installer avec 40 vaches et arriver à sortir un revenu. Alors que nous, ici, on en a 80, puis on nous dit tu t'en sors pas, mais il faut que tu en prennes 120. Et celui qui en a 120, on lui dit il faut que tu en prennes 200. Donc c'est cet état d'esprit qui est aussi catastrophique. Et là, je reviens un peu à ma prise de position du départ. C'est aussi déjà retrouver du revenu dans les filières. Alors après, les problèmes nationaux, politiques, des chartes et des normes, tout ça, on est d'accord. Mais il faut déjà retrouver du revenu chez nous, sinon on n'aura pas d'installation. Je pense qu'il faut rappeler une chose qui est fondamentale. Aujourd'hui, les grandes surfaces se trouvent prises à leur propre piège, qu'elles ont patiemment tissé et agrandi pendant des décennies. C'est-à-dire on a des surfaces de vente qui sont bien trop importantes par rapport aux consommateurs qu'on a en face. Donc à moins d'aller chercher des consommateurs qui n'existent pas, et encore faudrait-il qu'ils aient les moyens de consommer, ils se trouvent dans une impasse, ils font de moins en moins de bénéfices, on a des grandes surfaces qu'on voit fermer, parce qu'il n'était jamais le cas. Auparavant, c'est toujours le contraire. On a des grandes surfaces qui se créent. Aujourd'hui, elles se ferment. Et on s'aperçoit qu'ils ont conscience, certainement, qu'ils sont allés dans un système qui arrive au bout. Ils ont conscience que les agriculteurs eux-mêmes commencent à commercialiser leurs produits. Alors on voit en viande bovine, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, c'est 9% de la consommation de viande bovine qui est vendue directement en ferme. Donc c'est très important, c'est presque aussi important que ce qui se fait en boucherie traditionnelle. Et on sent qu'il y a une envie de nouveau, justement, de contractualiser et de revaloriser le blason de la grande distribution par le biais de l'agriculture, de la proximité. Et donc ça passe par la contractualisation. Voilà, donc il ne faut pas cracher dessus, hein. Elles le font dans leur intérêt, mais c'est aussi le nôtre. Moi je crois vraiment à la contractualisation. Peut-être que je viens d'un secteur où la viticulture, on a pu faire des belles choses. J'y crois d'autant plus que pour la contractualisation, il faut vraiment arriver à la mettre en lien avec les attentes donc, des consommateurs. Et je partage en tous les cas donc, le fait qu'il y a une attente qui est exprimée, qu'on a aujourd'hui dans chacune de nos productions la volonté de pouvoir démontrer que l'on a des signes de qualité, de liens avec un territoire, avec l'authenticité, et que ça doit transpirer dans les éléments de relations commerciales en lien avec donc la distribution. Alors après, bien sûr, hein, on sait qu'on n'est pas naïf
450 000 agriculteurs, 4 distributeurs qui ont un monopole de la distribution dans notre pays. Ça doit créer donc des rapports donc, de force. Et ces rapports de force, c'était au titre des États généraux de l'alimentation. On a, moi je pense, obtenu le code de la route. Ce code de la route, s'il est détourné, il faut que l'État aussi sanctionne. Il ne suffit pas de claquer donc des doigts. Il y a des règles auxquelles on s'est battu sur l'encadrement des promotions, sur le seuil de revente donc, à perte. Bon, si aujourd'hui, comme on le voit, certains masquent les promotions par d'autres opérations, ça ne peut pas marcher. Et c'est là où notre rôle en tant que syndicaliste, c'est aussi de le dire et d'amener le consommateur avec nous. C'était un véritable débat dans le cadre de la loi Egalim. L'État ne veut pas sanctionner. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas dire en même temps les agriculteurs ne peuvent pas continuer de cette façon. Il faut qu'ils aient des prix, il faut qu'ils aient donc des revenus. On met un certain nombre donc, de règles, et ça, les règles ont été mises dans le cadre de négociations donc, commerciales et en lien avec la distribution. Et si ces règles ne sont pas respectées, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner, sinon ça ne marchera pas. La loi prévoit qu'on puisse intervenir et demander des sanctions si toutes les étapes de négociation et de discussion ont été infructueuses. Étienne. Oui, vous parliez de naïveté. Alors c'est vrai que les producteurs, les agriculteurs sont un peu naïfs par nature, mais on a quand même beaucoup appris au cours de ces 30 dernières années, et le développement de la grande distribution française a quand même laissé des coupes sombres dans notre pays. Hein, je pense qu'on a aussi habitué les consommateurs à systématiquement avoir un budget pour l'alimentation très faible, ce qui aujourd'hui est très difficile en termes de reconstruction de modalités différentes. Après, à titre personnel, moi je ne suis plus du tout naïf puisque j'ai complètement abandonné toute la distribution classique et je suis devenu mon propre distributeur. Oui, racontez-nous votre Alors, aventure. c'est aussi un signe et je pense qu'au final, je gagne peut-être pas beaucoup plus d'argent, mais donc je commercialise toute ma viande, 2 carcasses et demie par mois, plus tous mes œufs, dans un magasin de producteurs où on est 8 associés et on a l'équivalent d'une supérette qui fait 800 000 € de chiffre d'affaires à côté de Bourges. Et j'assume complètement ce choix parce que honnêtement, au bout de 30 ans de syndicalisme à se battre contre la grande distribution, c'est très dur. Je ne dis pas que c'est trop dur, il faut continuer. Mais le combat est quand même long et même avec les états généraux, même avec des textes, on n'arrive toujours pas à véritablement inverser la tendance qui est en fait un sujet de fond qu'on a évoqué depuis très longtemps dans notre syndicalisme. C'est en fait la construction du prix, comment on construit le prix. Si l'agriculteur, si le producteur est toujours le dernier maillon de la chaîne qui récupère les miettes, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Une société qui essaye de vivre ensemble, elle ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut que les coûts de production des producteurs soient quelque part indexés dans le prix final, sinon on ne peut pas y arriver. Il faut aller au contact du consommateur, ça marche bien pour vous? Ça marche pas mal. Je pense que ça pourrait marcher mieux, mais c'est aussi un métier beaucoup plus compliqué que d'être uniquement producteur en filière longue. Je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf sur ce sujet-là. C'est beaucoup d'heures de travail et puis d'autres contraintes parce qu'en fait, il faut tout faire. Il faut faire 3-4 métiers en même temps et c'est quand même pas si simple. Et on a l'impression que le syndicalisme a du mal à pousser des fois vers la vente directe. Alors là, je ne sais pas où vous avez trouvé ces références-là. Moi, je ne les connais pas. Je ne partage pas. Moi, je suis dans le département donc, de l'Hérault. J'ai démultiplié ce qu'on appelle agri-local, des démarches mises en ligne, de proximité. J'ai su passer de 100 marchés de producteurs de pays à 200 en quelques donc, années. Il y a donc des solutions et le travail aussi sur ce qu'on appelle la restauration hors domicile, le lien avec les collectivités pour dire allons plus en proximité. Moi je n'oppose pas, le syndicalisme, en tout cas la FNSEA n'oppose pas les éléments liés donc à la distribution parce qu'il y a ce qu'on peut favoriser autour de la proximité, ce qui doit se faire donc dans la distribution et ce qu'on doit aussi amener donc à l'export. Voilà, on n'oppose pas, mais aujourd'hui, la proximité est un élément qui est important dans la stratégie de distribution et de commercialisation. Alors, on va finir sur un point positif. La loi Egalim prévoit dans son article 22 50% des produits de qualité bio dans le cadre de la restauration hors domicile, donc collective,
en 2022. Il y a un problème, vous venez d'Ukraine et là-bas vous avez vu des grandes exploitations qui font du bio. Or, le local n'a pas été intégré dans les contraintes de la loi. Alors il y a à la fois la rédaction finale de la loi qui effectivement ne reprend pas l'appellation locale parce qu'elle n'est pas suffisamment encadrée juridiquement, donc ça a été argumenté un peu différemment avec analyse de cycle de vie, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pas là-dessus que je voulais aller, c'est plutôt sur votre questionnement qui dit on va finir sur une note positive. Et ben malheureusement j'ai la crainte qu'elle soit pas si positive que ça. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe en fait dans les 50% de produits dont 20% de bio? C'est que si on fait ça sans toucher le prix du repas, ce qui se passe c'est que ça va coûter un petit peu plus cher pour les 20% bio, mais comme on reste sur le même montant global, on va mettre plus de pression sur les autres produits. Donc ça c'est pas la montée en gamme, c'est le contraire des états généraux de l'alimentation. Donc je pense que sur la mise en application de la loi sur ce critère-là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous. J'étais il y a quelques jours avec un responsable de restauration collective BNP Paribas Île-de-France. Les gens qui mangent à la cantine la semaine, ils mettent 4 € par jour pour manger. Et si on ne veut pas bouger un tout petit peu les lignes, eh ben, c'est pas possible. Il faut augmenter le prix du repas. Et un tout petit peu. 4 € c'est déjà beaucoup. Hein. Oui. BNP Paribas, donc plutôt cadre supérieur. Oui, de ce point de vue-là, nous, la position qu'on a défendue, c'était déjà aussi de travailler plus en accord avec les conseils départementaux. Car les conseils départementaux ont déjà la gestion de tous les collèges, de tous les EHPAD. Et ça, dans les années qui viennent, les EHPAD, il y en aura de plus en plus avec le vieillissement de la population. Et du coup, on retombe sur des filières qui sont organisées. Parce que tout ce qui est vente directe, c'est très bien. Nous, tous ceux qui peuvent le faire, c'est très bien. Mais on ne passera pas tous les produits en vente directe et tous les agriculteurs n'ont pas le temps de faire de la vente directe. C'est très chronophage. Donc il faut aussi, parallèlement à ça, avoir des filières plus locales. Et c'est un des points sur lesquels on se bat vis-à-vis des élus locaux pour qu'ils comprennent qu'au-delà des annonces du président qui dit je veux du bio, je veux du local, mais ça c'est des grands effets d'annonce pour le grand public, concrètement sur le terrain, il faut trouver vraiment des partenariats avec les départements, avec les conseils départementaux, et c'est là qu'on peut vraiment avoir une solution pour valoriser nos productions. Fabrice Couturier. Oui. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas, ad vitam aeternam, garantir une production de qualité. Ce qu'on fait de toute façon, hein. On veut demain 50% de produits bio de qualité. Alors du bio, il n'y en a certes pas assez, mais de la qualité, on ne sait faire quasiment que ça en France. On sait faire que ça. On est le pays qui assure la meilleure traçabilité, qui a le plus de contraintes sanitaires, le plus de contrôles réglementaires. Donc on ne peut pas faire plus blanc et montrer plus patte blanche qu'en France. Donc là-dessus, l'agriculture, dans son ensemble, est parfaitement honnête et je dirais légitime dans le rôle qu'elle tient pour la société. Mais je pense que ce rôle-là, on ne pourra pas le tenir très longtemps si on n'a pas une revalorisation des prix. Alors revalorisation des prix pour l'agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire une meilleure répartition des marges, mais parfois, demander un tout petit peu plus aux consommateurs, c'est quelques centimes pour un repas. Mais ça fait des millions d'euros à la fin qui permettent de faire vivre la ferme France. Jérôme Despé, en conclusion. Je pense que vraiment, puisqu'on voulait une note optimiste pour terminer, moi je pense qu'il y a des choses qui bougent sur les territoires. Et en lien avec les collectivités, en lien avec cette proximité, en lien avec les produits de qualité. C'est vrai que quand on est sur un certain nombre d'actions, on a vu dans les cantines, dans la restauration collective, dans les hôpitaux, où 2/3 des productions venaient donc d'ailleurs, on sent qu'il y a une volonté, en tous les cas, de renouer ce contact avec les agriculteurs, dans les filières, de pouvoir avoir un approvisionnement qui est plus donc en proximité. Mais ça a un coût, je crois qu'on le dit tous de la même façon, et c'est quelques centimes d'euros parfois qui font donc la différence. Et moi je pense que la marche n'est pas aussi grande à franchir. Merci Jérôme, merci à vous et puis surtout merci à vous.